Ce que l'on voit là, ce n'est pas juste une photo de guerre parmi d'autres. Non, c'est bien plus que ça. C'est le tout début d'une nouvelle ère de terreur. La toute première guerre aérochimique de l'histoire. Un chapitre vraiment sombre qui lie l'Espagne coloniale à la République du Rif, une république alors indépendante, et dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Tout part d'une énigme médicale bien actuelle dans les montagnes du Rif. Là-bas, une maladie frappe beaucoup plus fort qu'ailleurs, avec une intensité vraiment anormale. Et ça laisse les médecins, les familles, avec une seule et même question, pourquoi? Pourquoi ici? La réponse se trouve peut-être dans ce chiffre. Et attention, il est stupéfiant. 50%. La moitié de tous les cas de cancer recensés au Maroc sont concentrés là, dans cette région du Rif. Ce n'est pas une simple statistique, c'est énorme. Et non, ce n'est absolument pas une coïncidence. C'est l'héritage d'un poison. Alors pour comprendre l'origine de cette tragédie sanitaire, il faut faire un bond dans le passé. On va remonter le temps, 100 ans en arrière, au cœur d'une guerre brutale et d'un pacte secret qui a été littéralement scellé dans la vengeance. Et cet héritage, il prend racine dans un conflit dont on parle peu et qui est souvent mal compris. La guerre du Rif. Il faut bien voir que ce n'était pas une simple rébellion. C'était une véritable lutte pour l'indépendance face à une soif de vengeance. Et ça, c'est vraiment le point crucial à saisir. Il ne s'agissait pas d'une rébellion interne au Maroc. La République du Rif, à ce moment-là, c'était un État souverain, un État qui se battait pour son indépendance. Et face à lui, il y avait une coalition puissante, l'Espagne, la France et même le sultanat du Maroc de l'époque qui était leur allié. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? C'est un événement bien précis. Le désastre d'Anoual. Pour l'armée espagnole, c'est une défaite monumentale, une humiliation terrible. Et cette humiliation va se transformer en une obsession de vengeance. Comme l'Espagne n'arrivait pas à gagner militairement sur le terrain, elle s'est tournée vers une solution radicale, l'arme chimique. Mais pour se procurer une arme pareille, il fallait un expert. Et l'Espagne va faire appel à un homme dont le nom au XXe siècle est devenu synonyme de prolifération chimique. Et le voilà, cet homme, Hugo Stolzenberg. Un chimiste allemand, collaborateur du tristement célèbre Fritz Haber. Son business à lui, vendre la technologie de la mort chimique, en violation totale des traités internationaux. L'Espagne a été un excellent client, mais il a aussi aidé l'Union soviétique et d'autres à développer leurs propres arsenaux. L'accord entre eux était d'une simplicité brutale. L'Espagne fournissait l'argent, une usine près de Madrid et la couverture politique pour que personne ne vienne poser de questions. En échange, Stolzenberg amenait tout le reste. La technologie, les produits chimiques de base et même ses propres techniciens allemands pour faire tourner l'usine. C'était le moyen parfait pour contourner le traité de Versailles qui interdisait à l'Allemagne de produire de telles armes. Une fois l'arsenal prêt, la question n'était plus de savoir si il allait être utilisé, mais plutôt comment, et surtout contre qui. Cette phrase, elle a été écrite par le haut-commissaire espagnol quelques jours à peine après la défaite d'Anouval. Et elle fait froid dans le dos. Là, il n'y a plus aucune ambiguïté. On comprend bien que l'objectif n'est plus militaire. C'est la punition, la vengeance. Il le dit lui-même, avec un vrai délice. L'arsenal déployé était terrifiant. Mais le pire de tous, c'était le gaz moutarde, l'hypérite. Ce produit, c'est une horreur absolue. Il ne tue pas seulement, il mutile, il rend aveugle, il laisse des séquelles à vie. Et surtout, ses composants cancérigènes allaient s'infiltrer dans les sols et les eaux pour des décennies. Pour se faire une idée de l'intensité, en seulement 5 mois en 1924, plus de 24 000 bombes ont plu sur le Rif. C'était une pluie de morts, littéralement. On assistait à la naissance d'une nouvelle façon de faire la guerre. On combine l'aviation, alors toute récente, avec l'horreur des armes chimiques. La première guerre aérochimique de l'histoire venait de commencer. Et le plus cruel, c'est quand on regarde les cibles. Ce n'étaient pas les combattants sur le front, non. Les bombes visaient les marchés, les rivières, les villages, les cultures. La stratégie était claire. Terroriser la population civile, les femmes, les enfants, les vieillards, pour rendre leur vie impossible et briser le soutien populaire à la République. C'était une guerre contre les civils. Et c'est maintenant qu'on revient au présent, pour comprendre comment cette pluie toxique d'il y a un siècle continue encore aujourd'hui de faire des victimes. Pour de nombreux chercheurs, le lien est désormais établi. Le gaz moutarde est un cancérigène extrêmement puissant. En contaminant les sols et les sources d'eau, il est entré dans la chaîne alimentaire et a exposé des générations de rifins à ses effets mortels. C'est ce qui explique cette concentration totalement anormale de cancer dans la région. Alors, est-ce que c'était un crime de guerre? Sur le plan juridique, à l'époque, la situation était complexe. Le fameux protocole de Genève qui interdit ces armes a été signé en 1925, mais il n'est entré en vigueur qu'après la fin de la guerre. L'Espagne a donc agi dans une sorte de vide juridique. Par contre, soyons clairs, aujourd'hui, il n'y aurait aucun doute. Ces actes seraient qualifiés de crimes de guerre. Point final.
Malgré les preuves historiques, les tentatives de reconnaissance officielle ont tout échoué. En 2007, le Parlement espagnol a massivement rejeté une proposition qui visait à reconnaître ces faits. Au siècle de souffrance, s'est donc ajouté un siècle de silence politique. Un siècle plus tard, la mémoire de ce conflit se heurte encore et toujours à l'oubli, et de nombreuses questions restent en suspens. En résumé, c'est l'histoire de la lutte d'un peuple pour sa souveraineté qui a été écrasée par la première campagne de bombardement aérochimique de l'histoire. Une campagne qui ciblait délibérément les civils et qui a laissé derrière elle un poison qui continue de tuer un siècle plus tard. Et ça nous laisse avec cette question finale. Que faire de cette mémoire ? Une reconnaissance historique peut-elle à elle seule vraiment réparer un siècle de douleur ? C'est une question qui reste ouverte, une question sur le poids de l'histoire et sur la juste responsabilité des nations face à leur passé.